Alors là, on va démarrer vraiment dans 2 minutes. En attendant, Sadia est là? Oui, je suis là. Très bien. Alors, toutes les deux, on va présenter un peu à la fois notre association ATL Génine et le Théâtre de la Liberté de Génine avec lequel on travaille. Et puis, je vais aussi vous parler de la soirée, parce que comme je disais en introduction, ATL Génine a participé très régulièrement chaque année à la semaine anticoloniale et antiraciste, et notamment au salon anticolonial, qui ne peut pas avoir lieu cette année, bien sûr, mais où on était toujours présent à la Bellevilloise avec notre stand, et donc beaucoup de contacts. C'est là qu'on a fait connaissance d'ailleurs avec l'association 4ACG, des anciens, on peut dire, résistants contre la guerre d'Algérie, qui sont maintenant devenus des donateurs généreux pour des actions de solidarité internationale, et puis évidemment plein d'autres groupes qui ont toujours été là. Donc on est content de pouvoir participer de cette manière aussi cette année pour la soirée d'ouverture. Et donc je vais laisser la parole maintenant à Saadia qui va dire quelques mots sur notre association ATL Génine et sur le théâtre dont on est partenaire. Oui, ben bonsoir. Oui, enfin, je vais dire deux petits mots de la genèse de notre association. Donc, qui sommes-nous et puis pourquoi on a créé cette association. Donc, notre association est une association de type loi de 1901. Hein. Elle a été créée en septembre 2006, après lors de la venue de Juliano Melchamis, qui est venu en France pour présenter le film Les Enfants d'Arna. Et donc, cette association, elle regroupe plusieurs adhérents de divers origines, très divers et diversifiés, on va dire, et sur toute la France, surtout, on s'étale sur toute la France. Et donc, on apporte notre soutien au théâtre, au Freedom Théâtre, hein, qui est situé donc dans le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie. Et nos principales activités, bien sûr, essentiellement, notre activité, c'est de faire connaître le Freedom Théâtre et en participant à des événements culturels et en essayant modestement d'interpeller les milieux culturels et artistiques, même si on a un peu de mal dans ce milieu-là, vu qu'on est une association, c'est un peu difficile. Et bien sûr, à travers ces participations, on collecte des fonds pour participer et pour aider au financement des activités du Freedom Théâtre, activités comme le montage de spectacles, les formations, certains un petit peu des travaux d'aménagement, et puis les tournées. On essaye d'organiser des tournées pour faire connaître le théâtre et pour que les jeunes puissent voyager et puis montrer leur performance, quoi. Donc, on essaye de contribuer à l'action du Freedom Théâtre. Parce qu'au sein du Freedom Théâtre, les enfants et les jeunes du camp de réfugiés de Jenin viennent pour un peu s'exprimer grâce au théâtre, au conte, à la photo et à toutes les activités qui sont proposées donc au Freedom Théâtre. Nous, on essaie de contribuer, d'apporter un peu notre contribution pour un peu apaiser toutes les souffrances qui sont existantes, qui existent sur place, notamment dans le camp de Jenin, à cause de l'occupant. Alors, qui est le Freedom Théâtre? Le Freedom Théâtre donc, est né de la volonté de prolonger l'engagement d'Arna Melchamis. Arna, qui est une citoyenne juive israélienne et qui a apporté, qui a créé une sorte de centre culturel dans le camp de réfugiés en Cisjordanie pour développer, pour que les enfants puissent un peu s'épanouir. Et son travail avait abouti à la création
le travail de Giuliano, on va dire. Et donc a abouti, suite à la création du film Arna, tout le travail qu'il avait fait a abouti à la création aussi d'une école de théâtre. Et ce théâtre a été détruit, le théâtre qui a été construit par Arna a été détruit en 2002 lors de l'invasion, lors de l'intifada, la première intifada en 2002. Et puis donc son fils, Giuliano, qui a été un peu témoin de cette tragédie, a donc fait le film, hein, Les enfants d'Arna, qui a été plusieurs fois primé. Et a souhaité, avec l'aide de plusieurs personnes, de créer un véritable théâtre. Et donc, est né en 2006 le théâtre avec l'aide un peu internationale, hein, avec l'aide de la Suède, en la personne de Drol Feller, qui était déserteur de l'armée israélienne, Jonathan, qui était juif suédois et cofondateur aussi du théâtre. Il y a eu aussi à cette époque-là la participation de Zachary Zobeidi, qui est actuellement en prison, hein. Et donc, ce théâtre a été créé sous le nom du Freedom Theatre, donc Théâtre de la Liberté. Et ce théâtre, il a permis beaucoup de choses sur place parce qu'il a apporté un peu d'espoir. Il a permis un peu d'enrichir la vie culturelle du coin, de rompre un peu l'isolement des habitants et offrir aux enfants et aux jeunes un espace dans lequel les filles et les garçons pouvaient un peu s'exprimer, surmonter leur traumatisme et puis acquérir un peu de savoir et un peu s'ouvrir, surtout s'ouvrir au monde. Et Giuliano a été assassiné, je ne sais pas si vous le savez, mais Giuliano a été assassiné le 4 avril 2011 devant le théâtre dans des conditions qui n'ont jamais été élucidées à ce jour. Sur place, après tristesse et désarroi, on va dire, la troupe a repris quand même le flambeau et le théâtre continue à résister et à se développer. Et alors, je développe à travers la photo, le cinéma, les activités numériques, un programme spécifique pour les enfants, un programme d'animation artistique et culturelle spécial enfants et jeunes. Et puis, ça aboutit aussi à professionnaliser les jeunes. Et donc, du coup, ils ont créé une école de théâtre internationale qui est reconnue d'une manière internationale. Ce qui fait que les jeunes qui étaient avant des amateurs sont devenus des professionnels. Et ce sont maintenant des professionnels qui se déplacent et qui jouent toutes les pièces de théâtre, comme on a reçu des troupes qui ont joué Le Siège, L'Île, Le Retour en Palestine, etc. Il y avait une activité aussi qu'ils avaient développée qui était les tournées du Freedom Bus. Et alors, ce principe, c'est des tournées avec des acteurs du Freedom et qui étaient accompagnés par des amis qui venaient de tous les pays, hein, et qui allaient à la rencontre des habitants de petits villages de la Cisjordanie et pratiquaient ce qu'on appelle le playback théâtre en improvisant des récits en improvisant des pièces suite à des récits des Palestiniens et ça rompait un peu justement l'isolement des petits villages et les villageois pouvaient un peu s'exprimer à travers ce théâtre-là, pouvaient un peu s'exprimer de la douleur qu'ils ressentaient et de ce qu'ils subissaient par les colons. Alors, la tournée du Freedom s'est arrêtée pour plusieurs raisons avant le Covid. Hein. Je pense qu'à un moment donné, peut-être que ça va repartir, mais enfin, voilà. Je te redonne la parole, Sonia. Oui, merci Sadia. Donc, vous pourrez ensuite avoir des questions si vous voulez en poser sur le Théâtre de la Liberté. Maintenant, on va passer vraiment à
à la soirée elle-même. Donc, on a plusieurs parties dans cette soirée. Tout d'abord, on va donner la parole à Sylvain Machac qui est là et, comme je disais tout à l'heure, qui a découvert une pièce magnifique, une pièce de théâtre palestinienne sur laquelle il travaille maintenant. Il va nous parler de cette découverte. Ensuite, on va visionner des interviews qu'on a fait la semaine dernière des deux dirigeants, on peut dire, de la troupe de Jenin, qui sont Mustapha Chetan, le directeur exécutif, et Ahmad Tobaisi, qui est le directeur artistique. Alors, on a fait, Sophie et moi, deux entretiens successifs. Ça a duré assez longtemps, donc presque 1 heure. Et on savait que ça ne pourrait pas passer comme ça, parce qu'en plus, c'est un petit peu difficile à suivre, étant donné que nous ne sommes pas et nous n'avons pas d'interprète en simultané. C'est Sophie qui a très gentiment traduit, mais au fur et à mesure, en arrêtant les intervenants et en traduisant après en français. Donc, ça allait être fastidieux si on en passait un très long, enfin, si on le passait in extenso. Donc, on a choisi 2 extraits qu'on va vous montrer. Et on espère aussi pouvoir mettre sur notre site l'intégralité de ces 2 interviews et vous pourrez les voir, je suppose, quand ça sera fait. Donc ça va être un assez gros morceau. Et puis, après ça, il y aura un tout petit film qui a été fait par une jeune cinéaste qui s'appelle Tiffany Dahan sur les enfants, justement, qui sont le public, on peut dire, qui sont ceux qui participent aux activités enfants et jeunes du Théâtre de la Liberté. Et ensuite, nous aurons une autre invitée qu'on a déjà entendue tout à l'heure, Sylvie de Puy-Poncin, qui parlera de l'Association des Amis des Arts et de la Culture de Palestine. Et voilà, après tout ça, on pourra avoir un échange. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par écrit. Elles seront répertoriées, lues et ceux qui voudront répondre répondront. Donc, Sylvain, je te passe la parole. Alors, bonjour à tous. Merci Sonia de me passer la parole. Alors voilà, moi je vais vous expliquer un petit peu mon histoire qui a rejoint celle de cette pièce palestinienne. C'est une histoire assez singulière parce que moi je suis comédien. J'ai travaillé avec Michel Bouquet entre autres, et puis j'ai fait d'autres projets un peu à l'étranger. Et puis, j'ai habité en Slovaquie et j'ai joué dans une série slovaque. Et puis après cette expérience, il se trouve que je suis tombé malade et bon, mes reins sont arrêtés de fonctionner. Je suis allé en dialyse. Mon frère m'a donné un de ses reins. Je suis transplanté aujourd'hui depuis 3 ans, mais j'avais perdu de vue à ce moment-là l'idée de refaire du théâtre parce que je ne me sentais pas du tout reprendre. Je me sentais pas, j'avais perdu mon réseau parce que j'étais parti à l'étranger, et puis je ne me sentais pas moi physiquement de remonter sur scène. Et puis au bout d'1 an après la transplantation, j'ai décidé, je suis juif, j'ai décidé d'aller comme une sorte de voyage initiatique en Israël pour retrouver un peu mes racines parce que ma mère était juive est juive, et du coup ma mère était un peu légèrement sioniste, je ne vous dis pas complètement parce qu'elle traînait un peu avec ce milieu-là, et moi j'avais entendu plus ou moins sa version des faits, mais sans que ça soit très prosélyte, et c'était juste une version que je n'avais pas vraiment remis en question parce que l'histoire m'y avait pas amené, enfin mon histoire, mon expérience. Et je suis arrivé à Tel Aviv, ça m'a vraiment pas du tout plu. Et je suis arrivé après à Jérusalem, et j'ai une amie qui travaillait à Bratislava à l'Institut français et qui avait été mutée quelques jours avant au secrétariat général de l'Institut français de Jérusalem-Est. Et le jour où je suis arrivé, elle m'a invité au théâtre national palestinien pour voir cette pièce. Et voilà, son ami m'a dit, il faut absolument que tu vois ça, c'est une pièce qui a un rayonnement international. Elle se joue en anglais aujourd'hui par l'auteur lui-même, qui l'a créée en arabe quelques années plus tôt, et elle a tourné dans le monde entier. Alors je suis allé voir cette pièce, et ça a été vraiment un choc, un choc. J'ai été vraiment profondément touché à la fois par l'acteur qui jouait cette pièce, pour plusieurs raisons en fait. C'est-à-dire la première raison, ça a été le fait que je ne m'étais pas aperçu, mais ça faisait 3 ans que je n'étais pas allé au théâtre, de par la maladie, de par tout ça. Et c'était le premier choc.
Le deuxième choc, c'était que j'avais une version de l'histoire, après je vous expliquerai l'histoire de quoi ça parle, une version de l'histoire, parce que ça tourne autour de 48, une version de l'histoire qui m'est apparue d'un seul coup très… C'était un autre penchant que je n'avais pas du tout voilà, ouvert dans ma vie. C'est arrivé assez tard, mais j'ai été éveillé à cette partie de l'histoire. Et voilà, donc ça, c'était le deuxième choc. Et le troisième choc, c'est que je me suis dit que j'ai eu immédiatement le sentiment que c'était ma façon de revenir sur scène en France et qu'il fallait absolument que je fasse connaître et partager cette histoire au public français francophone. Voilà. Alors, l'histoire de cette pièce, c'est un monologue qui raconte l'histoire, la vie et l'œuvre du poète palestinien Taha Mohamed Ali, donc qui est né dans les années 30, qui est décédé en 2011. C'est un poète qui n'était pas du tout destiné à l'être. Il est né dans une famille très modeste, dans un village à 5 km de Nazareth qui s'appelle Sapourieh. Et cette famille assez pauvre a eu déjà du mal à l'avoir parce que on apprend dans le prologue que sa maman a eu 4 Taha avant d'avoir le petit Taha. Tout ce qui est raconté dans la pièce est absolument vrai, c'est-à-dire l'auteur a pris en fait connaissait la famille de Taha et en fait a pris pour ce qui a déclenché sa prise d'écriture, c'est qu'il y a un livre sur la vie de Taha qui a été écrit par Adina Hoffman, qui l'a suivi pendant 4 ans et qui a suivi toute son histoire et qui a remis ça dans l'ordre. Donc à partir du moment où Amer, l'auteur palestinien qui a écrit la pièce, a pris connaissance de cette biographie, il en a rédigé une pièce qui se base vraiment sur les faits réels de sa vie, qui est absolument extraordinaire. Cette vie est absolument extraordinaire. Elle est un symbole de combativité, d'espoir, de courage et d'universalité. Ce petit Taha étant né, son père lui achète, demande à sa femme de lui acheter des chaussures pour aller à l'école. Et à partir de ce moment-là, il va à l'école et il tombe amoureux de la littérature. Mais le problème, c'est que l'école ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut nourrir la famille. Les frères et sœurs arrivent et en fait, voilà, il se dit qu'il faut qu'il trouve un moyen pour trouver de l'argent. Et il commence à aller, il y a des voisins qui ont un pick-up et qui l'emmènent à Haïfa pour vendre des œufs qu'il a récoltés dans le village. Et à partir de ce moment-là, c'est une vraie révélation, c'est l'ouverture au monde extérieur. Et voilà, il commence à faire un peu d'argent. Son père, il revient avec un billet de 5 livres. Son père est ravi. Et à partir de ce moment-là, se tisse à la fois une histoire très forte avec le père, et en même temps, parce que son père est handicapé, il ne peut pas travailler. Du coup, ça devient un peu la source de revenus de la famille. Et ça commence à marcher. Et suite à ça, il décide d'ouvrir la porte de sa maison, enfin la fenêtre du salon, pour commencer à faire une épicerie. Du coup, il va vendre des œufs, il récolte des œufs dans le village, il les vend à Haïfa, il achète avec ce qu'il a gagné quelques produits et il les ramène dans son salon pour les vendre à aux gens du village. Et la famille commence à aller bien. Il tombe amoureux de cette Amira. Et sa fonction d'épicier, entre guillemets, lui permet aussi, dans les moments de creux, de pouvoir continuer son apprentissage de la littérature. Il arrête l'école et il décide de faire grandir un peu son épicerie, d'acheter des bêtes, etc. Mais son père lui dit attention, attention, il y a beaucoup de dangers en ce moment, la situation n'est pas bonne, ils veulent nous… Enfin, voilà, il y a une tentative de colonisation, garde de l'argent, fais attention, il garde de l'argent. Des conflits arrivent avec son père et il décide de ne pas écouter son père et de continuer à faire vivre sa famille parce qu'il pense que c'est la meilleure chose. Et puis, la scène d'après, on est en 48, à l'été, il est en train de faire paître les moutons et les avions arrivent. Et d'une heure à l'autre,
bah, il est obligé de rentrer chez lui et il voit que ses parents sont déjà partis et l'exil commence. Ils arrivent au Liban, dans le camp d'Ain el-Helweh, et il passe 2 ans là-bas. Il perd sa sœur et son père, sa mère devient vraiment marquée voilà, par la Nakba, par les conditions très compliquées dans ce camp, malgré le fait que Taha, il a décidé vraiment de continuer à faire vivre sa famille. Du coup, il va voir un épicier, il met une boîte autour de son cou et il commence à vendre dans le camp ce qu'il a récupéré chez l'épicier, etc. Mais c'est pas assez, la vie est trop dure. Sa sœur tombe malade, sa sœur meurt et son père décide de rentrer en Palestine. Et à partir de là, un exil de retour, mais qui n'est pas vraiment un retour, puisqu'il devient exilé lui-même dans son pays. Il ne peut pas rentrer à Sarfourie parce que le village a été complètement détruit. Il décide de s'installer à Nazareth. Il fait des boulots, il remet une boîte autour de son cou, il va autour de l'arrêt de bus, il essaye de vendre voilà, des marchandises qu'il a récoltées. Ça ne marche pas. Il crée une boutique de falafel. C'est beaucoup trop dur et ça ne lui rapporte pas assez. Il crée une première épicerie qu'il ferme. Ensuite, il crée une boutique de souvenirs. Et cette boutique de souvenirs, après la deuxième tentative, il va la garder. Et cette boutique de souvenirs, il continue son rapport incessant à la littérature arabe, mais aussi internationale. Et voilà, en fait, voilà, ce développement, si vous voulez, avec cette boutique de souvenirs, va devenir un salon littéraire. Et dans ce salon littéraire, il va recevoir des poètes extrêmement connus, dont Mahmoud Darwish, qui est encore étudiant. Et au fur et à mesure, très tardivement, il va décider qu'il va devenir poète. Enfin, en tout cas, il a compris que toute la souffrance qu'il a accumulée pour porter sa famille, la souffrance de la Nakba, va se transformer en réalisation poétique. Il va se sentir très juste dans cette position de poète qui est très importante chez les Arabes en général, c'est-à-dire que c'est vraiment un art qui est considéré être comme premier. Et on va suivre avec lui ce processus d'écriture entrecoupé de ces poèmes qui sont vraiment des poèmes voilà, qui parlent de la nature, qui parlent de la terre. C'est pour ça qu'il était aussi aimé par les Israéliens, c'est-à-dire qu'il parle de la terre, c'est-à-dire des bougainvilliers, il parle des contrées, des couleurs, des oiseaux, voilà, de tout ce qui peut voilà, de toute la nature qui entoure, donc qui n'a pas de nation, juste la nature telle qu'elle est. Et ça finit par un poème qui s'appelle Vengeance, mais qui est une vraie ode à la paix. Voilà, ça c'est à peu près l'histoire de cette pièce qui est vraiment très simplement et d'une façon écrite de façon très pure, c'est-à-dire c'est vraiment un enchaînement de faits qui nous font nous accrocher au personnage parce qu'il a une vraie tendresse et une vraie humanité et surtout pas du tout d'orgueil, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très simple. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai découvert cette pièce, voilà, j'ai pas dormi pendant 3 jours, 3 nuits. J'étais très excité à l'idée de pouvoir voilà, amener cette pièce en France. Et donc, je suis revenu de Palestine. J'étais parti en Israël, mais je suis revenu de Palestine. C'était pas prévu, mais c'était comme ça. Et j'ai commencé à me rapprocher d'un ami producteur qui m'a dit, voilà, le texte est très beau, en effet, je te confirme, il faut vraiment récupérer les droits. Alors, j'ai connecté avec mon ami de l'Institut français, j'ai été au courant qu'il y avait une personne qui écrivait un texte, qui traduisait la pièce en français. Je me suis rapproché de cette personne, Najla Nakle-Serouti, et qui m'a, elle, connecté avec l'auteur, avec qui j'ai échangé pendant de longues semaines, et une relation d'amitié, voilà, de sorte de communauté d'esprit. Il a compris ma démarche, il a compris que c'était plus que simplement un projet parmi d'autres, c'était une façon de revenir pour moi dans mon métier de cœur. Et il m'a
m'a fait enfin, voilà, l'honneur de me donner les droits d'exclusivité pour jouer la pièce en français, en France et à l'étranger. À partir de ce moment-là, tout ça, ça s'est un petit peu enchaîné, c'est-à-dire qu'on a commencé à rechercher des partenaires et puis voilà, Covid est arrivé. On en revient toujours là, mais c'est vrai que nous, du côté culture, et ça c'est aussi valable pour le théâtre de la Liberté et pour tous les autres théâtres du monde, je crois que c'est très compliqué aujourd'hui de monter des projets. On a eu la chance d'avoir des soutiens très importants, alors des associations de l'UJFP, et puis de la FPS, et puis aussi du théâtre de Génine. Voilà, le directeur du théâtre de Génine nous a envoyé une très gentille lettre de soutien, comme quoi il adorerait que le spectacle soit joué en français avec une traduction arabe, parce que c'est une pièce qui est très connue là-bas, qui a tourné énormément en Cisjordanie et aussi en dehors de la Cisjordanie. Et du coup, il y a une sorte de curiosité à voir comment, comment il sera ce French Taha, comme ils disent. Donc, il y a une sorte d'engouement qui s'est passé autour un peu de l'audience de l'auteur sur les réseaux sociaux. Et puis, on a commencé à bâtir, en fait, depuis septembre dernier, ces partenariats. Il y a eu Monsieur Favreau qui travaille au cabinet de Monsieur Le Drian au ministère des Affaires étrangères, qui nous a présenté des gens de l'Institut français, donc pour que ça soit une pièce qui représente la culture française à l'étranger, donc qui ait des résidences éventuellement en Europe du Sud-Est, peut-être en Afrique, et peut-être aussi, et j'espère, en tournée en Cisjordanie. Donc aujourd'hui, on en est là. On a plusieurs formes, et c'est ça qui est magnifique avec ce texte. Quand on a un si beau texte, on peut un peu le moduler. Les modulations sont les suivantes, en tout cas sur les formes que le spectacle peut prendre. Pour la rentrée prochaine, en septembre 2021, on prévoit une petite tournée avec une forme qui est une forme un peu conte, hakawati, comme on dit en arabe, donc le narrateur, le conteur, puisque c'est un monologue, donc on n'a pas besoin, le texte est très fort, donc il se suffit à lui-même, donc on peut présenter ça, par exemple, à des élèves dans des structures scolaires ou parascolaires. Il faut dire aussi qu'on a pensé à un atelier pédagogique qui est lié à l'écriture de la pièce, qui correspond, en fait, la pièce c'est un récit qui se passe à la première personne. Donc, on a décidé de prendre le modèle de la pièce avec des phrases d'accroche pour faire dire aux élèves, donc collège, lycée, leur propre histoire, de raconter leur propre singularité, pas dans une logique de réseaux sociaux où chacun raconte un peu la même chose, on est dans une logique d'uniformité, mais plutôt justement de révéler les singularités. On voit bien que le début de la vie de Taha n'est pas du tout un début qui est très avantageux, c'est-à-dire il vient d'une famille pauvre, voilà, sa mère a fait 4 fausses couches avant d'accoucher de ce petit Taha. La vie n'était pas particulièrement drôle, mais ce qu'il en a fait est devenu grand. Est devenu grand, pas parce qu'il a forcé pour devenir reconnu, mais que ça s'est fait voilà, naturellement. L'important, c'est pas où on est, mais c'est de là où on part et de là où on va. Et c'est ça, moi, qui m'a plu, et c'est pour ça qu'on a utilisé ce récit de Amer voilà, pour comme base structurelle d'un atelier pédagogique qui peut faire éventuellement révéler les personnes à eux-mêmes, en tout cas les pousser à se raconter d'une façon à la fois un peu singulière, artistique, et qui peut aussi, dans notre époque, peut-être recréer du lien et de faire aussi la paix avec soi-même, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'époque qu'on traverse, les jeunes sont particulièrement voilà, exposés le décrochement scolaire, à l'individualisme, etc. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire de ces ateliers une sorte de communion autour de ce texte pour à la fois faire connaître la culture palestinienne, mais aussi ce poète qui a été un peu dans l'ombre de Mahmoud Darwish, mais qui est un très grand poète. Et voilà. Et l'idée, c'est de faire ça et de proposer à la fin de ces ateliers cette forme conte. On a une autre forme qui est prévue plutôt pour 2022, parce que forcément tout est repoussé, parce que là les théâtres ont prévu, parce que dans les tuyaux,
On entend dire que les théâtres ne rouvriront pas du tout en avril, mais qui rouvriront en septembre. C'est presque de source sûre. Ce qui fait que tous les spectacles qui devaient avoir lieu cette saison, ils sont repoussés pour la saison prochaine. Et du coup, ça nous décale, nous, en tant que projet de création, pour l'année qui suit. Donc, on part sur 2022. Et sur 2022, je travaille avec un musicien que certainement certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Ramzi Abouredouane, qui a une histoire aussi complètement fantastique, vraiment beaucoup plus folle que la mienne. Il est né dans un camp de réfugiés. Sa photo était la photo un peu représentative de l'intifada, où ce petit jeune qui avait une écharpe rouge qui lançait une pierre, c'était lui. Il se trouve qu'il a été repéré dans sa jeunesse et on l'a amené à Angers. Il a suivi des études, il a créé Al-Kamanjati, qui sont aujourd'hui 8 conservatoires de musique classique en Palestine. Il est compositeur, il est chef d'orchestre, il a fait à la Philharmonie, il a répondu à une commande de la Philharmonie en février de l'année dernière, juste avant le confinement, autour de Mahmoud Darwish. Et donc, il a accepté c'est un ami aussi des gens, des personnes qui sont fondateurs et aujourd'hui qui tiennent plutôt le Freedom Theater, mais il est aussi très ami avec l'auteur de la pièce, Amer. Et il a accepté, parce qu'il adore le texte, de se prêter au jeu, de composer la musique. Donc, on a une forme pour 2022 qui va être la suivante, où je serai sur scène avec un décor et 4 musiciens, dont la musique sera composée par Ramzi, et Ramzi sera aussi sur scène et qui les dirigera. Donc, il y aura certainement un bouzouk, voilà, instrument un peu comme une guitare, je ne sais pas combien de cordes, je crois que c'est 4 ou c'est peut-être 6 parce qu'elles sont doublées. Donc, Ramzi joue de cet instrument. Il y aura peut-être un violoncelle, une chanteuse et un percussionniste qui accompagnera ce récit, cette épopée de la vie de Tara, voilà, comme si la musique était la base du souvenir qui recompose sa vie, parce que c'est un récit chronologique de la vie de Tara, il n'y a pas de flashback, très peu. Et voilà, on suit le fil de la vie de Tara, et on va suivre aussi l'histoire de la musique palestinienne et les points de départ de la réminiscence de chaque étape de la vie de Tara, parce que pour l'auteur, et c'est ce qui différencie la mise en scène que je vais faire avec celle de Amer, qui est magnifique et très épurée, où il est tout seul sur scène sans presque pas de musique. Dans le récit d'Adina Hoffman sur la biographie de Tara, on dit que Tara était un amoureux de la musique. Il a d'ailleurs appris le violon très tardivement, quand il est revenu à Nazareth, après avoir entendu la première symphonie de Beethoven quand il avait 30 ans. Il est tout pour lui se rapprocher de la musique dans sa composition poétique. Il trouvait qu'un poète devait comprendre la musique, en tout cas y être très sensible et apprendre à devenir sensible à la musique. Donc c'est pour ça que j'ai voulu ramener aussi cette dimension musicale en support du récit et de cette histoire qui est déjà très belle. Donc ça, c'est pour 2022. Voilà où on en est aujourd'hui. On cherche évidemment des partenaires parce que c'est compliqué dans ce contexte de tisser des liens et d'arriver à avoir des choses qui se mettent en place. Maintenant, il y a déjà évidemment des très bonnes pistes. On a prévu aussi peut-être de faire une sorte de… J'ai organisé des Zooms où je lisais la pièce dont Sonia, peut-être certains d'entre vous étaient présents, sur Zoom, où je lis juste la pièce. Et c'est vrai qu'on a eu plutôt un bon retour et on aimerait bien ouvrir ce format-là un petit peu amélioré, c'est-à-dire pas chez moi dans mon salon, mais peut-être dans un théâtre avec un dispositif vidéo et sonore qui est bien mis au point. Et on pourrait faire une sorte de webinar, mais payant, à la manière d'un crowdfunding, où on souhaiterait éventuellement reverser une partie des fonds récoltés à des associations de Palestine qui encouragent le théâtre, par exemple dans la bande de Gaza. On a déjà 2-3 pistes, mais j'ouvre aussi la possibilité, parce qu'on n'a pas encore décidé. C'est une des possibilités pour essayer de survivre dans ce contexte qui est compliqué pour l'art et de faire vivre, de continuer à faire vivre à la fois le réseau et le projet
pour qu'il puisse exister au moment où la crise se sera un petit peu calmée. Voilà. En gros, c'est à peu près mon histoire. Je ne sais pas si Sonia, tu connais aussi une partie de l'histoire. Est-ce que tu as est-ce que voilà, tu as des questions ou en tout cas des choses que j'ai à préciser? Voilà, je ne sais pas. Ben, je ne sais pas. Enfin, effectivement, moi, je connais, j'ai lu la pièce, je t'ai vu la lire d'un bout à l'autre. Mais peut-être que c'est plutôt des gens qui assistent ce soir qui voudront poser des questions. Alors, on a prévu que toutes les questions se feraient à la fin, après Oui, oui, le voilà, reste oui, de ce oui, qui. oui, bien sûr. Et si jamais il y a une ou deux questions maintenant, bon, ça peut être posé parce que là, on est vraiment sous le charme de cette histoire. C'est difficile de passer à autre chose, mais on va peut-être quand Non, même continuer. c'est-à-dire que j'ai encore eu Amer au téléphone sur WhatsApp il y a quelques jours. Et c'est vrai qu'il m'a dit, voilà, moi, je suis avec toi. Il a passé 3 ans de sa vie à donner de son propre argent pour faire exister le projet. Et lui, il est l'auteur, pour faire exister ce projet. Et aujourd'hui, depuis 2017, c'est ce qu'il fait, enfin, parmi d'autres projets, mais ça le fait vivre. Et il continue à le tourner. Il a tourné, je crois qu'il a tourné dans tous les continents. Et il a tourné à Singapour, en Australie, il a tourné aux États-Unis. Je ne crois pas qu'il ait fait l'Amérique du Sud, mais peut-être que si. Beaucoup en Europe et curieusement, ni l'auteur palestinien, parce qu'en fait, Taha Mohamed Ali, il est un peu plus connu dans les pays francophones parce qu'il a été traduit plus tôt. Et c'est vrai qu'en France, moi, j'ai travaillé même pour le dossier de la pièce avec une amie qui est agrégée, qui connaît vraiment beaucoup la poésie, etc. Elle m'a dit, mais il est vraiment très inconnu. Il est très inconnu et c'est vraiment dommage parce qu'il a une vraie voix de paix. Il est beaucoup moins torturé que Mahmoud Darwish, qui était vraiment un intellectuel. Lui, c'était quelqu'un de... Voilà, il a été quand même commerçant toute sa vie. Il a quand même tenu sa boutique toute sa vie. Et je trouve que c'est aussi important de voir de transmettre aussi l'humanité de ce poète et aussi ses œuvres, parce qu'elles sont aussi présentes dans la pièce. Donc voilà, moi aujourd'hui, je suis dans dans ce projet qui m'occupe beaucoup et j'espère qu'il pourra, malgré les conditions, arriver à vivre voilà, et à exister et qu'on puisse le partager au plus grand nombre. Alors, pour les gens qui sont sensibles à la problématique, mais vraiment pas que. Je pense que il porte en lui aussi cette dimension universelle et c'est ça que j'ai envie aussi que ce projet il soit ouvert. Quand je suis sorti du théâtre national palestinien, je me suis dit, mais ça, moi je suis d'une ville, je suis de Sens, je me dis, mais ça, il y a plein de gens ici qui sont même pas forcément très sensibles forcément à la problématique, mais qui pourraient adorer simplement cette belle histoire, qui est une histoire simple et elle a la grandeur et la simplicité des grandes choses, quoi. Et voilà, c'est pour ça que je porte ce projet et j'espère que voilà qu'on arrivera à fédérer le plus possible autour de lui. Il faut dire aussi, et ce sera mon dernier mot, que suite à la création de Taha et voilà et la mise en place de ce projet dans lequel je suis un peu moteur forcément, on a créé avec le producteur, on a créé une association qui s'appelle Haroum, donc de la fleur Haroum palestinum, qui est une fleur endémique voilà, de Palestine. Et voilà, on a créé cette association dont l'objet est plus largement les rapports entre l'art et l'exil. Voilà. Et donc, on travaille sur cette problématique, Taha étant un très bon exemple de ça, et en essayant voilà, de développer aussi d'autres pistes avec la Palestine, mais aussi avec d'autres peuples. On est tous des exilés, de toute façon. Et cet exil, je crois que malgré la douleur qu'il trimballe, c'est aussi la richesse. Ça met du temps, parfois plusieurs générations, mais c'est ce qui fait aussi la richesse de notre monde. Aussi, voilà. Et voilà. Donc on est en effet dans le thème de l'anticolonialisme parce que simplement, moi je crois que c'est aussi par la paix et par la tolérance qu'on arrive à construire des choses et pas en imposant une vision à un peuple comme ce qui se passe aujourd'hui
dans le contexte actuel, voilà, en Israël et Palestine. Voilà. Merci Sylvain, c'était vraiment enthousiasmant. Merci beaucoup d'être venu faire cette présentation et tu restes jusqu'à la fin, je pense, Oui, comme oui, ça bien tu sûr. auras... Bien sûr. D'accord. Alors, on va pouvoir passer aussi maintenant à une autre projection, enfin une projection des entretiens qu'on a fait avec Mustapha et Tobassi la semaine dernière. Donc, Théo va nous faire passer cette projection immédiatement. You know, during 2020, all the world faced the same problem, COVID-19, and the problem it's stopped and closed a lot of important projects. And we failed during 2020 to stop and to close the theater in general. It's not about just related with the money. It's not about just donors and about funding. We talk about the idea of the organization, how can continue, the idea of the Freedom Theater, how can continue among the problem, about the health problem, and what we can bring to the people. What the people they need exactly to think about theater and about culture, if that's important for them or not. You know, the main idea the main project at the Freedom Theater, it was with the French director called Hervé Le Chamal. It's called Metro Gaza. And not just Metro Gaza, it was the main production at the Freedom Theater 2020. Beside the Freedom Bus, beside different activities with the children, with the youth, the theater school itself, and all of that. Unfortunately, we can't continue by the same natural way. We try to find another solution. Hervé, he can't stay here. He moved because that's dangerous for him to stay here. And he moved to return to his homeland. And we try from March to end of 2020 to continue and to be in the, to keep the people, keep us in their mind, not lose ourselves and not lose our identity during Corona. I shall translate. Donc, en 2020, la Covid-19 est devenue le problème principal pour tout le monde, avec des difficultés dans tous les pays. Et pour nous, à Jenin, on a dû interrompre beaucoup de projets. Et nous avons même pensé à fermer le théâtre complètement. Pas seulement à cause de questions d'argent, mais aussi à cause de toutes les inquiétudes de la crise sanitaire. Et on se posait la question, la culture, est-ce que c'est aussi si important que ça? Est-ce que c'est la priorité? À ce moment-là, notre projet principal était celui d'un metteur en scène français qui s'appelle Hervé Loachemol, et son projet est intitulé Métro Gaza. Or, ce projet aussi a été bouleversé puisque Hervé ne pouvait pas rester, il a dû rentrer dans son pays, et en mars, on a dû reprendre pour chercher de nouvelles réponses et continuer à exister. OK? Mustapha. So we try to use the online training, and we continue in our program through online with the kids, with the students in theater school. We screen different plays, old plays that's protected by the Freedom Theater before years, to put it in for the people to watch what we did before. And we did that just to inform the people how the theater is important for them, and about some memories. Sometimes maybe the people, they ignore it, but that's important for them if they return to the history and to look for themselves in our plays or in the stories that the Freedom Theater performed before. Not just that, in fact, we decide from June to find something creative, different. And we decide to go to the streets. Depend on philosophy, the Freedom Theater raised it.
It's called If You Can't Come to the theater will come to you. And for that, we have a new play, street play. It's called The Elephant. And I will tell you about the elephant after Sabine translate. Great. Donc, on a lancé une formation en ligne, des sessions de formation en ligne, en particulier pour les enfants, en utilisant différentes méthodes, et puis des pièces de théâtre. Notre idée était d'informer les gens, la population, et aussi de stimuler, de faire appel à des souvenirs, de retourner à l'histoire du théâtre, et parce que ces histoires sont importantes. Et puisque les gens ne pouvaient plus venir au théâtre, nous avons dit que le théâtre irait aux gens, irait vers les gens. Et nous avons lancé un programme de théâtre de rue qui a commencé avec l'éléphant. Et maintenant, Mustapha va nous parler de cette réalisation qui s'appelle l'éléphant. Can you go on about the elephant? The elephant is, I like this play. It's talk about Corona. Elephant, we consider, we in Palestine, we don't have elephant. It's from the elephant is Asian or African animal. It does not live in Middle East in general. And for that, the people, they don't know anything about the elephant. Elephant, it's like animal, and the people, they consider sometimes it's nice elephant. Some people, they consider is a dangerous animal. And for that, the idea depend on the Syrian story from Sa'dallah Wannous, and he wrote about this story, and we did the street. We had like small car, electricity car, and we moved in the West Bank through the cities, the villages, the camps, and the people, they said, what that? And we use different kind of performing arts, in fact, activities in this play, and the people, they like it. The elephant visited Bethlehem in the main square in the Church of Nativity, and moved to be in Ramallah, in the main street in Ramallah, and in the school in Betunia. Then we moved to be in Nablus with a big audience and around us, and for sure in Jenin and Tul Karim. And the people, they like the idea. And we try to just to provoke the type about the work during Corona. We try to be with the people and discover what the people they like and their priorities and their problems when we perform something with them. For sure, we try to take care for the health procedures and all the issues related with Corona, but the importance for us to be with the people. And this is the main letter and the main mission of the Freedom Theater, to keep the relationship with the Palestinian people in West Bank and all areas. Okay, I try and translate. This is very important and vital. Alors, l'éléphant, c'est un petit peu comme le corona. C'est quelque chose qui vient d'un autre pays. En Palestine, au Moyen-Orient, on ne connaît pas les éléphants. Ça n'est pas un animal local, c'est en Afrique ou en Asie. Est-ce que l'éléphant est gentil ou est-ce qu'il est dangereux? On ne sait pas. Alors, on a repris une pièce. Alors là, Sonia, est-ce que tu connais le nom de l'auteur de la pièce? Je l'ai connu, mais j'ai oublié. En tout cas, une pièce qui existait déjà, une œuvre littéraire. Oui? Non? Bon, c'est pas, on peut se renseigner. Donc, on a repris une œuvre déjà existante et on a créé une sorte de spectacle un peu différent
autour du déplacement d'un petit véhicule électrique et d'un éléphant qui se déplace dans les villes et dans les camps un peu partout en Cisjordanie. Donc, il y a eu tout un trajet de ville en ville, à Bethléem, à l'église de la Nativité, à Ramallah, à Bethoula, à Naplouse, à Jénine, évidemment, à Toul-Karem. Et partout, les gens ont bien aimé, ils ont apprécié l'éléphant et surtout, ils ont découvert des choses sur eux-mêmes parce qu'à chaque fois, ça donnait lieu à des rencontres, à des débats et c'est ça notre mission, c'est ça la mission du théâtre, du Freedom Theater, du théâtre de la liberté, c'est aussi de cultiver des relations qui permettent aux personnes de découvrir des choses sur eux-mêmes. Bien entendu, pendant tout ce parcours, nous avons respecté les consignes pour éviter une propagation de la maladie. Mais donc stimuler ces rencontres et cette prise de conscience. Yes, in a way, we divide our programs in 4 sections in a way. Like we have our theater school, which is like a class that goes 3 years, professional learning through it about personal story and cultural resistance and other professional theater material. We have the child and youth program. Also, it's like a yearly program that includes workshops, winter camp, summer camp, play kids to kids, and professionally play to kids. And we have the women program that we try to repower and make it a new structure in our work that the whole year it will be also a program focused on the women and to empower women and to bring them a new space, a new stage they can express themselves and make a new examples of women leaders through also a women role in the Freedom Theater. Also, we have the professional company who also try to focus on some cases. And this year, we try to focus on mental health in different ways and the climate change. I believe that everything also is about mental health, like from children to old people to young people, especially in our environment and the place. The mental health actually goes in all these subjects. Okay. That's pretty important what you just said, so I'll try and be complete. Donc, Tobassi nous explique qu'il y a 4 sections dans le travail dans les plans conçus et en voie de réalisation pour 2021. Il y a l'école de théâtre où on travaille sur des récits personnels et sur, dans son ensemble, la résistance culturelle, donc via le théâtre. Il y a le programme pour enfants, avec là aussi évidemment le théâtre sous forme de pièces de théâtre pour les enfants, et aussi émanant, enfin conçu par les enfants. Le 3e point, ce sont les femmes, c'est le travail en direction et avec les femmes, pour créer un nouvel espace, une nouvelle scène où les femmes peuvent s'exprimer et concevoir leur propre forme d'expression. Et enfin, 4e point, la compagnie professionnelle. Et cette année, l'accent sera mis sur deux axes qui sont la santé mentale et le changement climatique.
La santé mentale est un sujet extrêmement important. Il s'agit en particulier de la santé mentale des personnes âgées et de celle des enfants sur laquelle un travail sera mené par le théâtre. Go on. Okay, well, can you explain what is your, how do you relate with other theater companies in Palestine, and what is your specific contribution to the Palestinian theater in the cultural resistance? Je demande à Tobaïsid s'il peut préciser comment ils sont en relation, le Théâtre de la Liberté, avec d'autres troupes palestiniennes et quel est l'apport spécifique du Freedom Theater dans le théâtre, dans la résistance culturelle. I think we're already part of the Palestinian Art Network, and we always try to collaborate with the Palestinian theaters and organizations in different places in West Bank, especially. And we also try to keep this connection in the 48. We always try to include actors and artists from 48 to keep this relation between the Palestinian West Bank and the Palestinian 48 and to remind them and work on the identity, that's for sure. And always we're looking for collaboration from individual to companies. And that's always in our work, especially this new year, that in the whole year we plan to work with different artists, different theaters in the different programs in 2021. And for sure, we are very clear with our vision as a freedom theater that we're looking for the individual freedom before we look like freedom to the whole Palestine. And we holding the definition of cultural resistance. We're not doing theater just for entertainment and just for fun. Yes, it's part of it, but we resist through art. We want to fight back the occupation, different occupations from community, from schools, from street, from inside the communities to the occupation through theater, through art. We believe in that the Israelis using many different ways, everything they can to fight us, to occupy us. I think it's our right to fight back in the same way, through culture, through music, through anything we can. And that's what we always try to, but for us it's very clear that we want to resist through art. We want to talk about different cases, even in our community, because we believe before we have, or we talk about the Israeli occupation, we have also to face many different cases inside the community. We need to talk about children, children rights. We need to talk about women and women rights. We have different identity, like sexual identity in the community who really cannot even talk about that. They cannot even mention that. And for us, we are really very careful with when we talk about these cases. But as the Freedom Theater, we are very aware of all these cases. And sometimes we do things about it, but it's really careful and very sensitive. And sometimes we do it privately and with the individual people, especially the problem of sexual identities between even women or guy or men. And we have many examples with that, and we have experience to deal with that. And yeah, we try also to share the culture of resistance, not just cultural resistance. Cultural resistance is part of the culture of resistance. We want Palestinians like to use anything or any job they do and consider it as a cultural resistance. Like if you are a driver, you work as a taxi driver. If you have a conclusion in your head that I'm driving, I'm Palestinian, and I'm doing all this for Palestine and to support Palestinians, then you are resist. And the same in like my mother, if she cook in the kitchen and she put in her mind that
we are in Palestine, I'm feeding my Palestinian children, my Palestinian husband, and all this to resist and stand in this place. This is part of the culture, and you can think in bigger picture. This is great, but I have to stop you. This is so rich, so important that I have to stop you, and perhaps Sonia will add things that it's good. I think it's recording, so you can hear it back later. This is really exciting. Donc, je vais essayer de traduire, mais l'intervention de Tobasi était extrêmement riche, donc je vais essayer de faire le tour, mais on ajoutera peut-être des choses plus tard. En ce qui concerne les personnes jointes, touchées, il insiste sur ce qu'on appelle les Palestiniens de 48, c'est-à-dire ceux qui vivent à l'intérieur du territoire d'Israël en tant que tel. Donc la volonté de joindre aussi les Palestiniens de 48 et aussi des liens évidemment avec les autres compagnies de théâtre, les artistes pris comme individus et la volonté permanente du théâtre, du Freedom, d'examiner la question de la liberté individuelle dans ses relations avec la résistance culturelle. Et cela se passe non seulement pour le théâtre de Jenin, mais aussi à l'échelle internationale où on doit se battre dans le cadre de cette résistance culturelle contre les différentes formes d'oppression. En ce qui concerne Israël-Palestine, se rappeler que les Israéliens utilisent toutes sortes de moyens différents de perpétuer l'occupation, en passant aussi par la culture, par les différents moyens d'expression. Et donc, de notre côté, du côté des Palestiniens, nous devons, nous aussi, utiliser la musique, enfin, tous les moyens de résister par l'art face à l'occupation et également à l'intérieur de la communauté. Donc, par exemple, les questions de sexualité, d'identité sexuelle, donc de façon de vivre, doivent être envisagées aussi à l'intérieur du peuple palestinien. Et nous le faisons en essayant d'agir, mais en prenant beaucoup de précautions, pour que les choses se passent bien, donc de façon très attentive. Nous pouvons aussi nous adresser en privé à des individus, des hommes, des garçons, des femmes, des jeunes femmes, pour aborder ces questions délicates. Enfin, la résistance culturelle est aussi une culture de la résistance que nous nous efforçons de développer et de renforcer. Culture de la résistance, ça veut dire que dans tous les actes de la vie quotidienne, et quelles que soient nos professions ou ce que nous faisons au quotidien, nous pouvons faire passer, introduire cette culture de la résistance qu'un chauffeur de taxi, en conduisant son taxi, il n'est pas neutre. Et ma mère, quand elle fait la cuisine pour des personnes appartenant au peuple palestinien, et pour elle aussi, c'est une forme de participation à la résistance culturelle, à la culture de la résistance. Voilà, Sonia, je ne sais pas s'il y a des choses que j'ai oubliées, du moins des choses. Je ne crois pas, c'est très bien parce qu'effectivement, Tobias a dit des choses très importantes
politiquement, stratégiquement, mais très vivante puisqu'il parle des exemples de personnes réelles et on est vraiment au cœur de ce que le Freedom Theatre peut apporter à la résistance en Palestine et aussi grâce à son art parce que ce sont des professionnels du théâtre et pas seulement des militants. Merci pour la projection. On a eu un peu de mal à entendre, surtout au début. Je ne sais pas si le son aurait pu être plus fort. On va voir aussi pour le dernier extrait qui doit être projeté, qui s'appelle Kids, les enfants. Merci Théo de passer le film. Je vais te demander de poursuivre, juste parce que je ne l'ai pas calé, le Kids, j'arrive. Ah bon, d'accord. Bon, alors on a quelques minutes avant la dernière projection, qui est très courte, hein, c'est un film de 2 minutes, qui est intéressant, enfin vous verrez, parce que on voit des enfants dans le camp de réfugiés qui parlent, qui jouent, qui pensent aussi, qui réfléchissent, qui restent parfois silencieux, pensifs, et puis on les voit dans le cadre de l'activité que leur propose le Théâtre de la Liberté. C'est sûr que depuis le début, et donc dans la tradition ouverte par Arna Merhamis, comme l'a rappelé Saadia au début, ce théâtre s'est beaucoup intéressé à la possibilité de faire éclore des talents artistiques et simplement la capacité à s'exprimer librement chez des enfants. Alors il ne faut pas croire non plus que c'est un théâtre pour enfants, mais déjà Giuliano et tous ceux qui ont travaillé avec lui et qui ont pris sa suite depuis qu'il a été assassiné se sont attachés à cet aspect éducatif, mais qui fait partie justement de cette résistance culturelle pour porter un espoir que la Palestine de demain aura ses talents éclos, ses capacités à s'exprimer, à faire de l'expression corporelle, du théâtre, de la photo. Ils ont lancé plusieurs activités culturelles. Ils ont aussi ce volet qui s'intéresse de très près aux jeunes filles et aux femmes, ce qui n'est pas toujours évident. C'est une société quand même qu'eux-mêmes disent conservatrices, où les familles n'aiment pas toujours laisser leurs filles passer un certain âge faire du théâtre. Mais bon, ça se fait. Disons que le Freedom Theatre a gagné un peu en popularité, en légitimité aussi dans le camp de réfugiés, et que c'est sa grande qualité de pouvoir toucher un public assez large, à la fois pour les spectacles qu'il donne et pour ses activités culturelles, éducatives pour les enfants. Alors à un moment, il y avait même eu une tentative de créer un jardin d'enfants, mais bon, ça n'a pas vraiment marché. Et donc, ils se sont beaucoup concentrés maintenant sur l'activité régulière, un peu du type centre de loisirs, mais très orientée vers la pratique quand même du théâtre. Et il y a un projet, alors comme on n'a passé qu'un petit extrait, vous n'avez pas vu, mais Tobias explique aussi que sa grande idée, c'est de créer un lieu où les enfants soient libres et, comme il dit, où les enfants puissent être des enfants. Parce qu'il explique que dans le camp de réfugiés, la tension est très dure, et comme dans beaucoup, c'est même pire là-bas peut-être, mais comme on entend aussi dans des quartiers populaires, dans des quartiers pauvres, dans d'autres pays, qu'il y a de la drogue, de la violence, et bien là c'est pareil, il y a ça aussi. Il y a de la violence entre les gens qui habitent là-bas. Il n'y a pas seulement la violence, enfin, ça déteint, disons, sur l'ambiance. La violence de l'occupation israélienne crée des conditions où il y a une tension qui est à vif. Les gens sont mal, en fait. Il en a parlé. Et donc, son projet maintenant, ça serait d'ouvrir une maison d'enfants, enfin une maison des enfants et des jeunes, où les enfants se sentent libres de s'exprimer ou pas, de faire ce qu'ils veulent, de créer, alors évidemment avec un accompagnement, un appui, mais où ils ne soient pas encadrés d'une manière trop précise, et où surtout ils puissent trouver des moyens de faire sortir un peu tout ce qu'ils ont en eux. Alors ça, c'est un projet que nous, dans l'association ATL Jenin, on souhaite aider. Bon, déjà, on cofinance le programme pour enfants, le programme qui se fait régulièrement, mais on voudrait trouver des moyens financiers plus importants pour aider à la création de cette maison. Alors, il est en train de chercher une maison, un lieu dans le camp de réfugiés. Il faut évidemment de l'argent pour louer, pour installer. Et évidemment, le moment s'y prête mal
parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, vous qui écoutez cette soirée, mais l'Union européenne a, depuis l'année dernière, ou ça va même faire peut-être 2 ans maintenant, aggravé les conditions, ce qu'elle appelle les conditionnalités pour que les ONG palestiniennes puissent obtenir des subventions. Et ces conditions, c'est qu'il n'y ait aucun lien direct ou indirect avec les terroristes. Et ce que l'Union européenne, comme les Israéliens, appellent les terroristes, ce sont tous les partis politiques qui sont pour la libération de la Palestine, donc évidemment le Hamas, mais même, non peut-être pas l'OLP, le FPLP, le FDLP, plusieurs organisations et des petits groupes aussi. Et il faut que les associations n'aient évidemment aucun membre qui appartienne à ces partis, mais qui n'aient non plus dans leur public aucun membre de ces partis. Donc finalement, ça veut dire que tout le monde a les ailes coupées. Et alors face à ça, les ONG palestiniennes ont adopté 2 attitudes différentes. Certaines ont quand même accepté de passer par ces conditions et d'avoir les subventions, sinon leur survie était en question. Et d'autres, il y a un autre camp, disons, une autre partie des ONG palestiniennes ou des associations culturelles et artistiques qui ont dit qu'elles refusaient désormais les subventions de l'Union européenne. Et le problème, c'est que ça a déteint sur certains pays. Et par exemple, la Suède, qui était un gros financeur, enfin gros, oui, une des principales sources de financement du théâtre, la Suède a arrêté aussi ses financements. Et donc, le Freedom Theatre est dans une situation en ce moment très, très difficile. Sur le point peut-être de ne plus avoir les salariés qu'il a en ce moment. La situation est vraiment très, très tendue. Donc, on voit vraiment un écart entre les souhaits, les projets, tout ce qui est entrepris par cette équipe et la réalité qui leur tombe dessus et qui les étouffe finalement. Voilà, il faut quand même garder de l'espoir parce qu'ils sont très dynamiques et très, très doués, mais bon, c'est compliqué. Toutes celles et tous ceux qui veulent poser une question, que ce soit à Sylvain ou à nous, le théâtre de enfin l'association des Amis du Théâtre de la Liberté, sur ce qui se passe, ce qu'ils font, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, que vous voulez, sur lesquelles vous voulez des explications, allez-y. Vous m'entendez là? Oui. Oui. J'aurais voulu poser une question à Sylvain Machac. Le texte est édité en français ou on peut le trouver pour, en attendant de l'entendre? Oui, bien sûr. Alors en fait, Oui. le texte, il est disponible dans les éditions de l'IFPO. Donc, c'est pas une grande édition, mais je crois que l'Institut du monde arabe le distribue, et la librairie du monde arabe aussi à Paris. En tout cas, l'Institut du monde arabe, j'en suis sûr. Sachant que le texte qui a été la base de la traduction, le texte arabe qui a été la base de la traduction, c'est un texte qui n'est pas exactement celui que je joue, parce que moi, je me suis inspiré de la version anglaise où, en fait, il y a quelques modifications. En fait, la version arabe, elle était vraiment faite pour les Palestiniens, parce qu'au début, ils ne savaient pas qu'il allait la tourner dans le monde entier. Et puis après, il était pris dans une résidence aux États-Unis, et il a réécrit avec Nizar Zouabi, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est un grand metteur en scène palestinien. Il a réécrit le texte dans une version un tout petit peu plus étoffée. Et j'ai essayé dans l'adaptation de garder à la fois la pureté du texte premier et en même temps de rajouter certaines choses de la version anglaise. Donc j'ai fait un mix, et notamment il y a une scène qu'il a décidé de ne pas jouer dans la version anglaise, que j'ai aussi supprimée dans la version française, qui est une sorte de flashback sur un ami que Tara a vraiment eu et qu'il a perdu au moment de la Nakba. Mais qui est beaucoup plus dans un univers de rêve et qui casse en fait beaucoup le récit, et ça me paraissait moins intéressant. Voilà, mais le texte est disponible en attendant de le lire et de le voir, je veux dire. En effet, aux éditions de l'IFPO, dans un recueil qui s'appelle... Alors attendez, une seconde, ouais, une seconde, je peux éventuellement vous le montrer. C'est un recueil où il y a
4 pièces palestiniennes traduites par Najla, qui sont en fait les pièces qui sont les plus... Bon, c'est un peu son choix, mais bon, elle connaît très bien, elle a fait une thèse sur le théâtre palestinien, c'est un peu une des 2 ou 3 référentes sur le théâtre palestinien. Du coup, voilà, elle a fait ce travail-là avec 3 autres pièces qui sont aussi très belles, mais moi, je trouve que Tara, c'est la plus belle. Très bien, bah, merci de cette information. Voilà. Je crois qu'on peut avoir le film maintenant, donc on peut arrêter les échanges et on les reprendra après. بحب أشوف فلسطين حرة، فيش فيها معارك، فيش فيها احتلال، تكون سعيدة، بلد حلوة. أنا كتير حبيت المسرح، حبيت التمثيل، حبيت فنه، وحبيت الحرية اللي فيه، لأنه إحنا بنقدر نعمل شو ما بدنا، ولما نوقف على منصة المسرح بتقدر تعبر عن شعورك، عن كلامك، بنقدر نعبر عن كل إشي بدنا إياه. بحب أجي على المسرح عشان ألعب أنا وأصحابي على منصة المسرح والستاج، وكمان تعب أتعلم تمثيل عشان أصير ممثل، وحاب لما أكبر إني أصير ممثل، هذا حلم إلي. Voilà, c'était très court, mais ça donne une idée de ce qui se passe avec les enfants au Théâtre de la Liberté. Bravo à tous les gens du Théâtre de la Liberté. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, oui. Voilà. Bien, bravo à toutes ces actions qui sont vraiment très touchantes et ça fait du bien de voir des petits Palestiniens qui sourient et qui s'amusent, qui se sentent libres. Et le plateau de théâtre, c'est un bon endroit pour ça. Oui. Je ne sais pas si... bon, on a aussi, peut-être avant que d'autres questions soient posées à Sylvain, on peut alterner. Sylvie, comme tu es notre invitée pour parler des AACP, on va peut-être te laisser la parole maintenant. Alors, écoutez, je vous remercie d'abord, je remercie les Sonia et je remercie les amis de la semaine anticolonialiste de nous permettre de parler un petit peu de notre association. Donc, c'est une association créée juste avant les Amis du Théâtre de Jenin. Et nous, au départ, on était en collaboration avec un centre qui s'appelle Al-Road, qui est à Aïda. Et ce centre, au début, était un centre extrêmement modeste. Il s'est développé considérablement et ça date de 2003. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, on a fait des rencontres et on a diversifié un petit peu notre activité. En 2009, on a ouvert une boutique. Et puis, nous avons rencontré des gens du Yes Théâtre à Hébron. À Ramallah, nous avons rencontré des danseurs avec l'Orient Danse Théâtre, mais Yasmine vous en parlera beaucoup mieux que moi. Et nous avons donc un peu entre la boutique, entre le site, entre ces liens avec différents théâtres ou formes théâtrales, eh bien, nous nous sommes diversifiés, donc nous avons changé de nom pour nous mettre en accord avec le fait que nous étions proches d'autres choses. Alors, j'aimerais insister sur une chose, c'est qu'en fait, pour nous, ce qui est important, c'est d'ouvrir des brèches dans l'image des Palestiniens et surtout d'ouvrir à d'autres publics. Alors, je trouve que c'est extrêmement bien qu'on se retrouve entre militants, mais c'est indispensable qu'on arrive à rencontrer d'autres personnes
Et honnêtement, ce n'est pas très facile parce qu'il y a une espèce d'image stéréotypée des Palestiniens qui fait que l'art permet justement de pénétrer dans d'autres groupes. Voilà. Alors, au départ, nous sommes un petit peu comme à ATL Génie, nous ne sommes absolument pas des gens de théâtre, mais ce qui nous a plu, c'est justement d'utiliser cette forme pour soutenir la résistance palestinienne et pour montrer, c'est ce que disait Sylvain, c'est ce qu'on a vu là, avec nos extraordinaires démonstrateurs du théâtre de Génie, des gens qui arrivent vraiment à garder un sens de l'humour incroyable et de la poésie. Et c'est quand même une grande découverte parce que on a toujours une idée assez triste de la Palestine et on se rend compte que sur place, ils surmontent des conditions de vie extrêmement difficiles avec un humour constamment. Alors, il y a une chose aussi qui est assez intéressante, c'est que nous, quand on parle de théâtre en France, on voit un établissement assez sérieux, assez voilà. Et là-bas, en fait, dans tous ceux qu'on a rencontrés, il y a 3 formes, en fait, 3 niveaux. Et en général, le niveau professionnel, et c'est extrêmement important de le reconnaître, je reviendrai un petit peu là-dessus, des ateliers souvent ouverts à des femmes ou à des ados, enfin, qui permettent de faire entrer dans le théâtre des gens qu'on n'attend pas et qui ne s'attendaient pas à rentrer là-dedans, et tout un côté socio-culturel. Donc, c'est beaucoup plus que des théâtres, en fait. Ils sont beaucoup plus actifs dans la vie quotidienne des gens, dans les questions de santé, de genre, etc. Et actuellement, c'est absolument essentiel. Autre chose importante, les acteurs palestiniens, les artistes palestiniens nous demandent toujours de ne pas les définir comme des Palestiniens. Ils disent, nous, on est des artistes comme tout le monde. Encore une fois, c'est pas qu'ils ne sont pas palestiniens, mais c'est un côté un petit peu réducteur, comme si le fait d'être palestinien n'était pas des artistes internationaux reconnus. Donc ça aussi, je tiens à le souligner parce que c'est important pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre qui a justifié notre titre peut-être un petit peu pompeux d'amis des arts et de la culture de Palestine? Eh bien, on s'est intéressé au cinéma, au Festival Ciné Palestine et à Gaza Story. Je vais demander à Yasmine, qui connaît beaucoup mieux que moi ce qu'ils font. On s'est intéressé aux éditions et on a publié un livre qui s'appelle Andala, qui est un livre de caricature qui est assez connu autour de ce personnage qui est emblématique de la Palestine, qui montre la Palestine sous son aspect de personnage très pauvre, très replié qui tourne le dos et qui ne se retournera que quand il y aura un pays palestinien, enfin, un territoire. Et puis, il y a la boutique, évidemment, qui est un lieu à la fois de rencontre, parce qu'on y retrouve des gens qui s'intéressent à la Palestine, de création. On avait créé une ligne de mode palestinienne, en fait, avec Aïda. L'idée étant de former à la coupe et à la couture des Palestiniennes qui faisaient de la broderie. Là, ça s'est arrêté, puisqu'en fait, on n'avait plus de collaboration sur place. Mais on vend à la boutique des sandales, des kéfiers, donc des objets très caractéristiques. Je passe la parole à Yasmine tout de suite pour qu'elle vous explique notre collaboration. Avant de terminer, je voudrais quand même dire que la culture palestinienne, il faut vraiment vaincre des a priori, parce qu'elle est méconnue et il y a une espèce d'image stéréotypée, qu'elle n'est pas réservée à un public arabophone, et qu'en fait, elle permet de créer de l'intérêt et de l'indignation. Et là, je sors complètement du sujet, mais j'insiste sur ce qui se passe actuellement. Actuellement, il n'y a pas de vaccination en Cisjordanie, enfin pour le Covid en Cisjordanie et à Gaza. Et se profile l'idée de l'obligation d'un passeport de vaccination Covid. Ce qui veut dire que les Palestiniens ne pourront pas sortir du territoire puisqu'en fait, ils n'auront pas ce passeport. Donc, c'est une forme insidieuse, mais je pense qu'il faudra se méfier vraiment, vraiment de cette histoire de passeport, de vaccin. Donc, Yasmine, si tu veux bien parler du Festival Ciné Palestine, du Yes Théâtre, de l'ODT, tu apporteras des informations beaucoup mieux que moi. Voilà, merci. Merci Sylvie. Bonsoir à tous. Donc, moi, j'interviens en complément de l'intervention de Sylvie qui présentait les Amis des Arts et de la Culture de Palestine. Je suis membre actif de l'association. Et merci pour l'invitation à parler de notre association. Comme l'a dit Sylvie, dont l'objet donc est le soutien par la culture
de la résistance du peuple palestinien à la colonisation, et c'est la semaine anticoloniale qui nous accueille et les amis du théâtre de Jenin. Donc, en complément, les partenaires que nous avons en Palestine culturelle, que nous suivons depuis quelques années et dont nous finançons les activités, il y a le Yes Théâtre, qui est une ONG basée à Hébron, qui a été fondée en 2008. Le Yes Théâtre, c'est une troupe professionnelle avec comédiens, metteurs en scène, techniciens que nous avons eu le plaisir d'accueillir en 2012, d'abord pour une pièce qui s'appelait Toujours le même problème, et puis de nouveau en 2014 pour une pièce qui s'appelle 3 en 1, avec donc une contribution, une participation active à leur tournée en France. Ce qui nous a aussi, ce qui a fidélisé le soutien au Yes Théâtre, ce sont leurs ateliers de théâtre et d'art dramatique en direction des enfants et des jeunes adultes, avec donc des outils d'expression. Ils travaillent beaucoup sur le développement personnel, sur l'incitation au changement social, sur une aide à développer des qualités de résilience, etc. Donc, on a financé de nombreux projets d'ateliers de théâtre en direction des jeunes. Le dernier en date, dont nous avons débuté le financement fin d'année dernière. Donc, ce sont des ateliers d'art dramatique qui vont être menés par le Yes Théâtre dans 10 écoles de municipalités marginalisées, selon la description qu'ils nous ont proposée. Et ce seront des groupes de 10 enfants, donc de 10 écoles différentes. Les enfants sont âgés de 8 à 14 ans, avec l'objectif donc de conduire des ateliers pendant 4 semaines et qui se termineront par des représentations pour les amis, les familles et toutes en fait, et les habitants des différentes municipalités où ce sera conduit. Donc ça, c'était pour le plus récent. Et là, on parlait donc de théâtre. Et Sylvie l'a souligné tout à l'heure, et ça se voit dans la coopération qu'il y a avec ATL Jenin dans le collectif Théâtre Palestine qui a été fondé aussi entre nos deux associations. Donc c'est encore une fois une troupe de théâtre professionnelle, le Yes, qui se produit à la fois en Palestine, mais aussi à l'international. Ils ont été primés plus d'une fois dans des festivals internationaux, pays arabes. Ils ont fait quasiment tous les pays en allant sur différents continents pour des résidences. Voilà, je cherchais le mot. Et puis, on a pu ouvrir un petit peu le panel et le champ de notre partenariat culturel avec donc, des structures en Palestine à la danse. Et ça, c'est depuis fin 2018, puisqu'il y a un partenariat avec l'Orient and Dance Theater, qui a été fondé en 2009, qui se trouve à El Biré, à Ramallah, fondé par le chorégraphe et le danseur Maher Chawamre, qu'on a eu le plaisir de rencontrer grâce au FCP, au Festival Ciné Palestine, et à l'édition, donc en 2018, il avait fait une très belle prestation sur l'esplanade de la basilique à Saint-Denis, après la projection d'un documentaire d'un réalisateur estonien qui lui avait été consacré donc à la danse contemporaine, documentaire très réussi, très sensible, qui montre un peu les difficultés à imposer cette forme d'art dans la société palestinienne, à ce qu'elle soit acceptée, à ce qu'elle attire un public, etc. Donc, Maher est directeur de l'ODT. L'originalité, c'est que ce sont des cours de ballet, donc depuis 2009, en direction de filles et de garçons. Cette année, malgré le Covid, ça a été très difficile, mais les inscriptions ont pu se faire et les ateliers et les cours de ballet, reprendre. 12 filles et 5 garçons sont inscrits. Maher assure des ateliers de danse contemporaine et de manière très intéressante pour la soirée d'aujourd'hui. Récemment, entre novembre et décembre de l'année dernière, il y a eu des ateliers en collaboration avec le Freedom Theatre, puisqu'il s'est déplacé quelques jours et il a fait des ateliers de danse contemporaine donc à Jenin. Une des activités pour finir avec l'ODT, c'est la sensibilisation au recyclage et à l'environnement, ce qui montre qu'ils ont une sensibilité citoyenne très forte en direction des jeunes. On a financé depuis 2018, on a permis des ateliers dans des villages en Palestine, des déplacements du danseur à des invitations à l'international.
Et la plus récente des collaborations, c'est d'avoir permis la réfection de la salle principale qui permet d'assurer les cours de ballet donc aux enfants. On a également financé plus anciennement les salaires des profs de ballet. Ça, c'est pour la danse. Et alors, pour finir, j'évoque le cinéma. Et là, c'est depuis fin 2019 que nous collaborons avec Iyad Alastal à Gaza pour les Gaza Stories, qui sont des web documentaires hebdomadaires qui paraissent vendredi, que nous publions sur notre site et sur notre page Facebook. Les Gaza Stories sont des témoignages très sensibles et très intéressants de la vie quotidienne à Gaza. Ça a débuté en mars 2019 avec la marche du retour, d'où la volonté du réalisateur de les publier le vendredi. C'est dans le cadre d'une collaboration avec le Temps de la Palestine, avec la FPS, avec l'UJFP fin 2019 que nous nous sommes un peu embarqués dans cette jolie aventure. Compte tenu de l'isolement particulier de Gaza, on a contribué d'abord à un crowdfunding qui a permis de financer très concrètement l'achat de matériel qui permet à Iyad de poursuivre ce travail hebdomadaire. Et je vous invite vraiment fortement à regarder les vidéos. Il y a une chaîne YouTube. Hein. Nous sommes un relais parmi d'autres sur notre site internet et sur notre page Facebook. Autrement, il y a une chaîne YouTube Gaza Stories sur laquelle vous pouvez voir ces très courtes vidéos qui témoignent encore une fois de la vie quotidienne. Et plus récemment, on a contribué au financement d'un film de 35 minutes réalisé par Iyad qui s'appelle Gaza balle au pied et qui revient sur le voyage en France, à Martigues et en Corse, d'une équipe de footballeurs amputés gazaouis qui se sont donc déplacés pour des matchs organisés par des associations militantes et amies, donc en Corse et à Martigues. Et nous espérons, avec d'autres associations, pouvoir aider à une tournée en France, malheureusement qui à court et moyen terme est contrariée, comme beaucoup d'autres projets culturels, par le Covid et tous les blocages, et très concrètement, de toute façon, l'impossibilité, au moins sur les 3 mois à venir, pour Iyad comme pour d'autres Gazaouis, de pouvoir voyager. Donc voilà un petit peu le panel de nos partenariats culturels en Palestine. Merci Sylvie et Yasmine pour ce panorama qui nous fait découvrir beaucoup de choses. Entre-temps, il y a des questions qui sont posées. Alors, il y en a une qui s'adresse à Sylvain. Comment expliquez-vous que la pièce Tara n'a jamais été jouée en France? Alors, bah écoutez, je pense que c'est simplement parce que elle n'était pas connue, enfin qu'il n'y a pas eu d'occasion. Déjà parce qu'elle a jamais été jouée en français, elle a été jouée en arabe et en anglais, et que il n'y a pas eu de structures de production qui ont décidé de prendre Tara sous leurs ailes, peut-être par peur. Hein. Je pense qu'il y a une certaine aussi un peu peut-être réticence, je ne sais pas, des productions françaises. Ça, je peux pas dire. Moi, j'ai fait ça, comme vous l'avez compris, c'est le point de départ, c'est un point de cœur. Donc, j'ai porté ça, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui se disent que ça peut être éventuellement compliqué, un petit peu comme la problématique de vendre les dates palestiniennes dans certaines structures de distribution agroalimentaire. Nous, je pense qu'il peut y avoir des productions qui peuvent se dire « Ah, mais est-ce qu'on ne va pas être bloqué? Est-ce qu'on ne va pas être jugé, etc. » Je pense que c'est un peu la raison, mais surtout, et je pense que c'est la raison principale, que la pièce n'a pas été repérée, en fait. Elle a été écrite en 2014. Ça a mis un petit peu de temps pour que ça se mette en place. Et puis après, il y a eu la version anglaise. Mais je crois que simplement, il n'y a pas eu de personnes où la pièce elle a été vue par des francophones, mais qui n'avaient pas forcément la capacité, l'envie, simplement voilà, la structure pour éventuellement monter la pièce. Je pense que c'est aussi simple que ça. Hein.
Je vous juste parce que j'ai retrouvé le bouquin en attendant. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça s'appelle De l'individu à la scène. Je lave un peu ma caméra. De l'individu à la scène. Voilà. Et donc, c'est dans les deux langues. Et il y a une pièce de François Abou Salem hein, qui a créé le Théâtre national palestinien. Enfin, qui a été, oui, enfin, son fondateur dans sa version actuelle. Il y a une pièce qui s'appelle Les temps parallèles de Bachar Mourkous et une pièce, donc la pièce d'Abou Salem, c'est Dans l'ombre des martyrs. Le temps parallèle, c'est de Bachar Mourkous et Taha de Amer Lehel. Donc voilà, c'est les pièces qu'on peut retrouver dans ce recueil qui sont traduites par Najla. Voilà. Merci. Alors, il y a une autre question. Alors là, c'est peut-être plutôt pour moi. Pourriez-vous entrer un peu plus en détail sur les mesures de l'UE vis-à-vis de ces ONG afin d'entrevoir des solutions? Oui, enfin, je crois que j'ai dit l'essentiel, c'est-à-dire que l'Union européenne, qui est très, très méfiante vis-à-vis de tous les Palestiniens qui risquent d'être un peu résistants, enfin ouvertement résistants, a une définition très large de ce qu'est le terrorisme, enfin complètement alignée sur Israël, et donc décide que les ONG ne peuvent être, parce que c'est vrai qu'il y a eu depuis des années quand même des financements européens pour les ONG palestiniennes, et maintenant, ils ont décidé qu'il fallait être plus rigoureux et mettre des conditions. Alors, c'est très difficile de faire évoluer l'Union européenne là-dessus. En principe, tous les 6 mois, une commission se réunit et décide de maintenir ou de faire sortir certaines organisations de la liste des terroristes. Alors, ce n'est pas seulement les terroristes palestiniens, c'est des terroristes partout, aux yeux de l'Union européenne, enfin, je veux dire dans d'autres pays aussi. Mais pour arriver à faire évoluer les esprits de la Commission européenne et changer, enfin faire sortir certaines organisations, c'est très difficile. Ce qu'on pourrait imaginer aussi, c'est que les conditions soient moins rudes, c'est-à-dire que ou bien c'est directement une association qui est considérée comme terroriste. Bon, dans un premier temps, on peut dire que on comprend l'Union européenne, enfin, où on ne peut rien faire contre, mais dire à des associations, si vous avez le moindre contact indirect et de loin avec un de ces partis politiques, vous êtes considéré comme suspect et donc on ne vous donne pas de subvention. Ça, c'est quand même intolérable. Bon, moi, je suis dans un groupe où je représente l'UJFP, qui s'appelle CECP, c'est la coordination des comités et associations pour la Palestine au niveau européen. On essaye beaucoup, en passant par des parlementaires, des députés européens, d'essayer de toucher un peu le niveau décisionnel et de faire changer, mais ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas sur le côté écrit, sur le chat. Mais peut-être que là, elles peuvent être posées oralement si certains ou certaines d'entre vous veulent dire quelque chose. Moi, je trouve que la Commission européenne et l'Europe, ils n'ont pas peur de travailler avec des États terroristes. Ça ne les tracasse pas du tout. Donc, je trouve que c'est quand même c'est terrible parce que c'est vraiment les opprimés qui peuvent plus travailler, qui peuvent plus rien créer. C'est vraiment honteux. Je crois qu'il faut vraiment le dénoncer. Parce que tout ce que fait le théâtre là, par rapport aux enfants, c'est pour éviter effectivement que ces enfants que la tension elle diminue. Donc tout ça, c'est tout un travail justement très éducatif mais bon, c'est très politique la culture, on le voit chez nous aussi. Il y a Marie-Jo qui m'a invité, je crois que je ne sais plus si c'était un message privé ou un message public, à éventuellement reparler de ce projet de lecture en attendant que ça puisse éclore dans des théâtres. Ce projet de lecture sur Zoom, ce webinar qui aurait lieu, je ne sais pas exactement quand et je ne sais pas si on va le faire. L'objet de mon intervention, c'est de dire que si on le fait, on ne peut que le faire, que si on a énormément de soutien, c'est-à-dire des têtes de contact,
voilà, Sonia, qui peut éventuellement faire des relais de communication, qui peut nous permettre, parce que c'est une grosse mise en place que d'organiser à la fois techniquement, à la fois au niveau des public relations, et à la fois artistiquement aussi, parce qu'il faut que ça soit quand même au point, même si ce ne sera pas le spectacle, même si je serai assis sur une chaise et que je raconterai le texte, c'est quand même du texte par cœur, etc. Donc, il y a beaucoup de contraintes qui sont liées à l'organisation d'une lecture comme celle de Tara, enfin d'une présentation comme celle de Tara sur Zoom. Et du coup, voilà, c'est aussi mon objet là, c'est de faire appel et éventuellement de fédérer autour de ce projet éventuel. Et si jamais on arrive à obtenir des soutiens de gens qui sont à des têtes, c'est pas, l'image n'est pas belle, mais à des tops de pyramide pour faire faire répandre l'information, comme quoi il y aura un webinar payant et que c'est à la manière d'un crowdfunding qu'on va reverser une partie des fonds à des associations qui sont dans la promotion du théâtre, comme je vous l'ai dit, soit en tout cas en Palestine ou dans la bande de Gaza, enfin voilà. Et du coup, de faire en sorte qu'on fasse une lecture, mais qui soit une grosse lecture et qu'on puisse attirer un maximum de gens et peut-être aussi des mécènes, parce qu'on va mettre une barre basse de tickets d'entrée avec une clé unique. Mais évidemment, les gens, s'il y a des gens qui sont plus inspirés, ils peuvent mettre évidemment un peu plus, ce qui nous permettra aussi de financer à la fois la version aussi réelle du spectacle dans sa forme finale avec Ramzi, le décor, etc. etc. Donc voilà, c'est un appel aussi aux gens qui peuvent être intéressés par cette lecture et la présentation de ce texte. Et ce que tu appelles les petites formes, c'est aussi facilement présentable, je pense, dans le cadre de salles que peuvent trouver des organisations, des ONG locales, enfin des associations en France. Bien sûr, c'est-à-dire que sur la petite forme, on peut même imaginer le faire en 2 temps en partenariat avec des mairies, par exemple, de faire déjà peut-être une intervention, parce que le rythme des programmations théâtrales, il n'est pas exactement le même que celui des mairies et des établissements scolaires. C'est un peu plus court sur les mairies et les établissements scolaires, ils voient moins 2 ans à l'avance. Les théâtres, c'est un petit peu 1 an et demi, 2 ans, enfin, surtout là dans le contexte, c'est un peu ça le timing. Du coup, avec les mairies et les établissements scolaires, on peut créer un partenariat dans lequel on pourrait éventuellement faire participer des jeunes en amont. On travaillerait sur les 3 premières scènes, les 4 premières scènes de Tara, donc la présentation de sa jeunesse, et puis éventuellement on leur livrerait à la fin des ateliers, ils feraient leur représentation, espèce de polyphonie de toutes ces singularités, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et au bout de leur représentation, il y aurait ma représentation, enfin la représentation de Tara, où ils découvriraient la suite du texte. Donc ça, c'est tout à fait possible, même dans des salles, je veux dire, de 100 places. Enfin, voilà. La version théâtrale, elle est un peu plus ambitieuse, parce que, encore une fois, le texte le permet, mais c'est plus pour des salles de 200, 300, 400, 500, peut-être plus places. Donc voilà, et l'idée, c'est d'arriver à fédérer pour pouvoir éventuellement faire une annonce qui permet de porter le projet jusqu'à son arrivée dans le réel et de préparer la grande forme. Voilà, c'est d'impliquer un peu plus de gens dans ce projet, quoi. Ben oui, on a hâte de pouvoir voir ça. On devait aussi inviter de nouveau le Théâtre de la Liberté. Enfin, ils étaient invités par un festival qui vient d'être annulé, où d'ailleurs les AACP étaient partie prenante aussi. Le Festival du Cap Sizun en Bretagne, qui avait invité le Freedom Theatre à jouer. Alors, on avait proposé la pièce qui est venue pour une seule soirée en France l'année dernière, qui s'appelle And Here I Am, et me voici, qui est jouée par un seul acteur, celui que vous avez vu, qui est le directeur artistique, Ahmad Toba ici. Et c'est un moment formidable qui retrace aussi la vie d'un enfant du camp de réfugiés qui est passé par des tas d'épreuves dans la vie et qui continue finalement, qui a essayé évidemment la lutte armée, qui a été en prison, qui est parti en exil et qui finit par décider que c'est plutôt le théâtre qui va construire sa vie et celle des Palestiniens.
Bon, malheureusement, le festival vient, on s'en doutait un peu, on craignait, donc ça vient d'être annulé, enfin reporté à je ne sais pas quand, donc on ne les verra pas de sitôt. Oui, c'est compliqué. Je pense que même pour le théâtre de Génine, pour les éventuels accueils, maintenant, il faut, pour éviter de se projeter en 2022, voire 2023, il faut arriver à se greffer, c'est un peu comme nous, c'est arriver à se greffer sur des événements qui sont autour de la Palestine. Voilà, aujourd'hui, c'est numérique, mais c'est sur l'anticolonialisme, et d'arriver à bâtir autour de ça et essayer de faire des petites tournées au sein d'événements qui sont locales et qui sont dans des programmations qui sont moins lointaines, quoi. C'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui pour faire venir des troupes, que ce soit ceux de Palestine ou le prolétariat. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ou envie de parler? Ben, sinon, on va peut-être arrêter là. Alors, merci à tout le monde d'être venu, enfin d'être venu devant son écran. C'est mieux que rien. Et la semaine continue, puisque, comme je le disais au début, c'est seulement l'inauguration ce soir. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas l'inauguration, c'est le premier soir. La vraie inauguration, c'est demain après-midi et soirée. Vous avez vu le programme, il y a énormément de choses qui vont se passer pendant une semaine. Donc, allez-y autant que vous voulez. Ben, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci à vous tous. Merci beaucoup de votre accueil. Merci. Merci. Je devais intervenir aussi pour clore cette soirée. Ah, pardon. Oui, non, mais c'est pas grave. Hein. Donc, c'était prévu comme ça. Donc, merci beaucoup à Sonia et merci à tous ces invités parce qu'on a passé vraiment une excellente soirée très proche de la Palestine avec tous ces aspects. Et je crois que la culture, vraiment, c'est le lieu de résistance. C'est le lieu de résistance, c'est le lieu pour continuer de lutter. Et on le voit qu'il s'est passé des moments de création dans tous les endroits où on a été privé de liberté. Je repense à Germaine Tillon, qui avait créé une opérette dans le camp de concentration de Ravensbrück, où elle était déportée. Il y a eu aussi, en Amérique du Sud, je crois que c'était en Argentine pendant les dictatures, il y avait un musicien qui a créé un opéra ou un oratorio, enfin, une création musicale autour de la Passion selon Saint Jean. Et ces militaires qui sont vraiment des gens incultes, comme c'est pas possible, comme ils trouvaient que c'était quand même un petit peu tendancieux, leur truc de Passion selon Saint Jean, ils cherchaient qui c'était ce Saint Jean. Donc, et puis, moi, j'ai eu aussi le témoignage d'anciens disparus sahraouis dans les bagnes secrets de Hassan II. Ils étaient dans leur cellule et ils ont créé des pièces de théâtre. Alors, ils n'étaient pas nombreux dans la cellule et ils m'ont dit, on était les auteurs, on était les interprètes, on était les spectateurs de nos pièces de théâtre. Donc, partout, la création culturelle, c'est vraiment l'antidote de l'oppression. Et je pense que c'est comme ça que tous ces résistants, ils gagnent leur lutte aussi grâce à la culture et par la culture. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette belle soirée que vous nous avez fait passer.